En 2015, des crimes horribles se propageaient à travers le sud de la Floride. Ces crimes étaient d'une extrême violence. Des meurtres brutaux, des braquages avec violation de domicile et des fusillades. Je veux que ceux qui s'en sont pris à mon fils paient. On ignorait qui était responsable de cette violence, mais ils étaient prêts à tuer tous ceux qui s'opposaient à eux. Mon ami est mort pour rien. Il est mort pour rien. De nombreuses victimes n'aimaient pas les forces de l'ordre. Il a fallu que je leur prouve que j'étais de leur côté. L'une d'elles m'a dit « Je ne pensais pas que ma vie comptait ». Ça m'a brisé le cœur. J'ai reçu un appel. Bonjour, Jessica Box du FBI. Le FBI? Qu'est-ce qui se passe? Cette affaire, c'est ma vie. Je bosse dessus dès mon réveil. Il m'arrive même d'en rêver. Je ne lâcherai rien. Appelez-moi à la barre. Je veux jurer sur la Bible tout de suite. Je leur souhaite de brûler en enfer. Je suis l'agent spécial du FBI, Jessica Box. Lorsque des crimes sont commis, les agents du FBI passent à l'action. Fidélité, bravoure, intégrité. Bienvenue dans FBI, enquête en immersion. La plupart des gens ne voient la Floride qu'à la télévision. Ils voient les lumières, les palmiers, les plages. Et ils pensent que c'est le paradis. C'est comme ça qu'ils vous attirent. Mais une fois que vous êtes au cœur de la Floride, là où tout se passe, c'est une jungle urbaine. Il y a beaucoup de lions, de tigres et d'ours. Il faut être très prudent ici. Tout ce qui brille n'est pas d'or. En tant qu'enquêteur, on voit ces crimes violents se répandre dans tout le comté. Et on commence à se dire qu'ils sont liés. Vous avez peur que les choses dégénèrent. J'ai énormément travaillé en infiltration, mais je n'avais jamais rien vu de tel. On ignorait qui ils étaient, mais ils terrorisaient le comté. Plusieurs services de police étaient sur le coup. Chacun ne voyait qu'un aspect de l'affaire. Les autorités étaient dépassées. J'ai donc contacté le FBI pour savoir qui serait disponible pour travailler sur ces affaires. On m'a envoyé une jeune femme du nom de Jessica Box. J'étais analyste du renseignement au FBI. Mais je voulais faire plus. Je ne voulais pas passer mes journées assise à un bureau. J'ai donc décidé de devenir agent. Je sentais au fond de moi que c'était ce que je devais faire. Je considère cette affaire comme mon bébé. C'était ma toute première enquête en tant qu'agent. L'agent Box a dû passer en revue tous les indices qu'on avait accumulés jusque-là. C'était comme si je lui avais demandé de reconstituer un puzzle de 5000 pièces. J'étais très stressée. Sans exagérer, j'ai dû passer une semaine à organiser les dossiers. On avait recensé plus de 49 crimes différents dans le sud de la Floride sur une courte période. J'ai analysé chaque détail, chaque affaire, pour essayer de reconstituer le puzzle. Le 4 novembre 2015, une fusillade a eu lieu à l'intérieur d'un garage du quartier d'habitat à Lauderhill. Roderick McCullough se trouvait dans ce garage. C'était un petit dealer. Il y avait aussi Veronica Gilchrist et son ami Donald Johnston, surnommé Eddie. Tout le monde appréciait Eddie dans le quartier. Il était toujours prêt à rendre service aux autres. Il vous aurait donné ses vêtements. Je l'appelais mon ange gardien. Tant que j'étais avec lui, je n'avais pas à m'inquiéter. Ce soir-là, il était un peu plus de 22 heures. Je mangeais une pizza. Eddie n'était pas très loin de moi. Rod était à côté de moi. Il s'est mis à bégayer. Alors je lui ai dit, vas-y, exprime-toi, mec. Mais il bégayait et j'étais là.
Et au moment où je le regarde, la porte du garage s'ouvre. Ils sont entrés visage découvert, ils ont sorti des AK-47 et ils ont commencé à tirer. Je me suis retrouvée au milieu de tirs croisés. Je suis tombée à terre, puis ça a été Rod. Le dernier encore debout, c'était Eddie. Je le revois fouiller dans ses poches, sortir des billets et les lancer vers eux, genre « Tenez, prenez ça, prenez ce que vous voulez et partez !» Et ils l'ont abattu. Je me souviens qu'ils se sont mis sur mes jambes et qu'ils m'ont tiré dessus à bout portant jusqu'à ce que mon corps soit engourdi. Je priais. Je me souviens avoir hurlé le nom de mon fils. J'avais l'impression de le laisser tomber. L'un des tireurs s'est baissé et il m'a dit à l'oreille « Arrête de prier, putain !» Je me suis dit « Je vais mourir comme ça, je pars comme ça, criblé de balles !» L'un des tireurs s'est approché de Veronica Gilchrist, il a marché sur son dos, il l'a visée avec un AK-47 et il a tiré. Son dos s'est ouvert. À cause de la scoliose qu'elle avait dans l'enfance, elle avait une vis en titane dans le dos. La balle a ricoché dessus et elle a survécu. C'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui. Quand la police est arrivée, Donald Johnston était encore en vie. Il a été transporté à l'hôpital. C'était le fils d'une employée du bureau du shérif de Broward, Madame Katie Wilson. À 23h15, j'ai reçu un appel d'un ami de mon fils. Il m'a dit « Eddie a été abattu ». Il avait été transporté à l'unité de soins intensifs. Il était étendu sur un lit. Je ne sais pas combien de poches de sang lui ont été transfusées, mais ça ne fonctionnait pas. Je lui parlais. Il avait les yeux à moitié fermés, un peu vitreux. Il s'est mis à se mordre la lèvre. L'infirmière l'a vu et elle a dit « Stop, 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 il faut qu'on l'endorme, il se réveille ». Le voir souffrir autant, c'était dur. C'était très difficile. Savoir qu'il était vivant et qu'il m'a entendu et qu'il s'est mordu la lèvre, je ne sais pas s'il essayait de me répondre. Ça me réconforte. Il a entendu ma voix, une voix familière. J'ai pris une photo. C'est la dernière de lui en vie. Voir Katie et imaginer ce qu'une mère ressent en perdant son enfant, c'est déchirant. Mon frère s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Je voulais savoir pourquoi lui, avec tout ce qu'il faisait pour la communauté. C'était quelqu'un de bien. Il m'a inculqué des valeurs. C'est lui qui m'a inculqué des principes et des valeurs chrétiennes. Et lui, il les a conservés pendant toute sa vie d'adulte. Alors, pourquoi quelqu'un viendrait s'en prendre à lui? Ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens de cibler ce groupe en particulier. Il n'y avait pas beaucoup d'argent et de drogue dans ce garage. J'ai dit à la police que je ne savais pas qui étaient ces types et qu'il y avait environ 1 200 $ dans le garage. Ils n'ont même pas pris l'argent. Donc c'était quoi le but? Mon ami est mort pour rien, il est mort pour rien. Roderick McCullough a survécu à la fusillade. Mais quand on a voulu l'interroger, il n'a pas été coopératif. Il disait qu'il ne savait pas pourquoi c'était arrivé. Et en examinant la scène de crime, on a trouvé beaucoup de douilles. Mais on ignorait totalement qui étaient les tireurs. On savait qu'il y avait 2 tireurs et qu'ils n'avaient pas mis de masque. J'ai donc commencé à examiner les affaires avec beaucoup de témoins potentiels. Le 3 octobre 2015, il y avait un match de football junior.
C'était un samedi après-midi classique dans un parc de Lauderdale Lakes. Il devait y avoir des centaines d'enfants. Il y avait plusieurs matchs en cours et tout le monde regardait. Il y avait plus de 300 personnes sur place. Ce jour-là, plusieurs hommes armés ont débarqué dans le parc, en plein jour, visage découvert, sans cacher leur identité. Ils se sont approchés d'un père qui était avec ses enfants et ils lui ont tiré dessus. Ils lui ont volé son argent. Ils ont couru à leur voiture et ils sont partis. Zoé Gotti a été touché 2 fois au ventre, mais il a miraculeusement survécu. Je suis allée à la rencontre de beaucoup de personnes qui hésitaient à me parler. Sur 300 personnes, aucune n'a accepté de me dire ce qu'elle avait vu. Personne ne voulait parler aux autorités. J'ai compris que cette affaire serait compliquée. Comment faire si personne ne venait nous dire « Ce sont ces personnes qui ont tiré sur quelqu'un en plein jour pendant que des enfants s'amusaient ». Mais un schéma a commencé à se dégager. Zoé Gotti et Roderick McCullough étaient tous les deux connus pour faire du trafic de drogue entre Dania Beach et Hollywood. On a réalisé que les tireurs ciblaient précisément les trafiquants de drogue et ceux qu'ils considéraient comme hostiles à la loi, afin qu'ils ne témoignent pas contre eux. C'était toujours le même schéma. Et avec le temps, j'ai découvert un lien qui allait changer le cours de toute l'enquête. Le 3 novembre 2015, mon partenaire Walt Foster et moi, nous avons été informés par nos supérieurs d'une violation de domicile lors de laquelle une victime a été abattue. À notre arrivée, la victime avait déjà été transportée à l'hôpital. A.J. Bosfield avait grandi dans un environnement difficile. C'était un de ces jeunes qu'on pensait pouvoir changer si on lui donnait une chance de sortir de la rue. D'après ce que nous ont dit des témoins de la scène, A.J. Bosfield avait été coopératif, mais ça n'importait guère aux tireurs. Ils l'ont quand même mis face contre terre et l'ont abattu. Son décès a été prononcé à l'hôpital. Il n'était une menace pour personne, mais il a été exécuté par ses cambrioleurs. Ce meurtre a eu lieu 24 heures avant celui de Donald Johnston. On savait qu'on avait affaire à des criminels qui cherchaient plus que de la marchandise. Ils cherchaient à se faire un nom et à gagner en crédibilité. Il y avait des fusillades en voiture presque tous les jours. Il était évident que ce n'était pas l'œuvre de quelques tireurs isolés. On avait affaire à un gang. Il s'étendait à travers le sud de la Floride et on ne savait pas à quel point, mais il fallait agir vite. Sur le lieu du meurtre d'A.J. Bosfield, on a trouvé 2 douilles de 9 mm. J'ai examiné personnellement chaque pièce à conviction de nombreuses affaires dans lesquelles des douilles ont été retrouvées. Et j'ai obtenu une correspondance probable. C'était la maison de Corey Billings. C'était un trafiquant de drogue connu à Hollywood. Le 25 novembre 2015, il y avait une voiture garée là où on se trouve. 2 hommes sont entrés. La scène du meurtre de Corey Billings était terrible. Il était étendu par terre avec plusieurs plaies par balle à la tête. On a retrouvé 9 douilles et 8 d'entre elles étaient du 9 mm. Quand la police est entrée pour sécuriser la maison, ils ont découvert qu'un important système de sécurité avait été mis en place. Il fallait qu'on visionne les images le plus vite possible. Quand la police d'Hollywood m'a dit qu'ils avaient une vidéo de la violation du domicile de Corey Billings, j'ai littéralement sauté de joie. C'était ce qui ferait avancer l'enquête. J'ai tout laissé tomber, j'ai rassemblé tout le monde et j'ai installé une télé. Mais en visionnant la vidéo, je me suis dit que je ne souhaitais à personne de voir ces images.
La nature de ce crime et les violences commises sont tout simplement atroces. On voit Corey Billings raccompagner un client. Le premier tireur arrive et tire sur lui et son chien. Le second tireur arrive. Il fouille la maison. On présume qu'il demande à Corey Billings où sont l'argent et la drogue. Dans ce coin de la pièce, on voit le premier tireur fouiller la cuisine. En sortant, il essaie de débloquer son arme, qui est probablement enrayée. On pense que Corey Billings s'est dit qu'il pouvait se lever. Mais le tireur lui ordonne de se mettre au sol. On pense que Corey Billings était allongé par terre, qu'il obéissait à tous les ordres et qu'il suppliait pour qu'il l'épargne. Le tireur l'a abattu. Une exécution de sang-froid. Corey Billings a subi des lésions cérébrales et il est décédé en 2024. Cette vidéo a certes permis de faire avancer l'enquête, mais elle était aussi frustrante, car elle n'était pas d'assez bonne qualité pour qu'on puisse identifier un suspect et le placer en détention. Quand vous analysez une vidéo à la recherche d'indices, vous devez la visionner au ralenti, image par image. On a tout de même remarqué quelques détails. Le second tireur tournait parfois la tête, comme s'il communiquait avec quelqu'un à l'extérieur. Il y avait une troisième personne dans l'encadrement de la porte. Impossible de la voir. C'était juste une ombre. La police d'Hollywood est allée sur les lieux, prélever des empreintes qu'ils ont envoyées au laboratoire. L'une de ces empreintes appartenait à un certain Eric Hunter. Eric Hunter était très connu dans les rues de Floride du Sud. Il était une épine dans le pied de la police depuis son adolescence. Je suis allée voir ses réseaux sociaux et il était clair qu'il avait un groupe qui le suivait. De là, on a établi une liste de membres de gangs potentiels. On est allé chercher de la bouffe, on crève la dalle. J'ai rassemblé des informations sur plus d'une centaine de personnes. C'était qui, Soldia? Ouais. 3 hommes apparaissaient tout le temps ensemble. Eric Hunter, Derek Slade et Marcello Gordon. À eux 3, ils formaient clairement les pierres angulaires de ce gang. Et Eric Hunter semblait en être le chef. C'est pour toi? Pour moi? On a interrogé des gens dans la rue. Ils nous ont dit que même dans sa jeunesse, il voulait contrôler les autres et prendre les décisions. Eric Hunter avait la réputation d'être intouchable. J'ai été pris dans des tirs croisés. Mais devinez quoi? Je suis indestructible. Il fallait qu'on trouve un moyen de l'arrêter. Avec mon partenaire, on a fait un tour du quartier pour essayer de localiser des membres de gangs locaux, pour avoir des infos sur les crimes qui avaient lieu dans le coin. On a observé ce qui nous a paru être une vente de drogue depuis un véhicule stationné au bord de la route. Donc on a décidé de l'arrêter. Il y a une petite voie au niveau de ce feu. C'est là qu'on a procédé au contrôle. En approchant de la voiture, mon partenaire s'est placé côté conducteur et moi côté passager. On leur a demandé de coopérer. Main en évidence, les mains sur le tableau de bord. On voulait s'assurer qu'ils ne nous attaqueraient pas. Le passager à l'avant et le conducteur ont obéi. Le passager assis derrière le conducteur a refusé d'obéir. Il se comportait comme s'il ne voulait pas être vu. J'ai continué à lui parler, je lui répétais de me montrer ses mains. Il refusait d'obéir.
Mon partenaire a demandé au conducteur son permis de conduire. C'est standard lors d'un contrôle. Et il lui a répondu, « Vous me connaissez, je suis Eric Hunter, j'ai pas mes papiers. » À ce moment-là, j'ai compris que ce contrôle allait se compliquer. Dire que j'étais nerveux serait un euphémisme. J'avais le sentiment que le passager à l'arrière avait une arme sur les genoux et qu'il n'hésiterait pas à s'en servir. J'étais si sûr qu'il avait une arme et qu'il cherchait un angle de tir que je l'ai mis en joue. Je lui ai dit que s'il ne me montrait pas ses mains, je l'abattrais. Il n'obéissait toujours pas. Je voyais les muscles de ses mains bouger. Je voyais les muscles de son avant-bras bouger. Je sentais qu'il plaçait son arme de sorte à pouvoir me tirer dessus. De mon côté, je me mettais également en position pour l'abattre. J'ai commencé à presser la détente et j'ai fait une dernière fois en sorte qu'il regarde mon arme et mon doigt pour qu'il sache que je presserai la détente et que je serai prêt à tirer. Je pensais que j'allais prendre une balle. J'ai pris mon gilet pare-balles et je l'ai pressé contre la vitre. Comme ça, s'il tirait, j'étais protégé. Les renforts sont arrivés à ce moment-là. Il y avait plusieurs voitures de police. Il m'a montré ses mains, mais j'ai vu qu'il avait fait un tour de passe-passe avec ce qu'il tenait et qu'il l'avait caché sous sa casquette. J'ai dit à mes collègues de lui passer les menottes. J'ai fouillé la voiture. J'ai d'abord voulu confirmer mon intuition. J'ai soulevé la casquette qui se trouvait sur la banquette arrière. Et j'ai découvert un Beretta 9 mm. On dit que quand quelque chose va se produire en intervention, les poils de la nuque se dressent. Et je sais que je suis passé tout près de prendre une balle cette nuit-là. Eric Hunter a été arrêté pour port d'armes par un criminel condamné. On a pu identifier l'homme assis à l'arrière. Il s'agissait de Derek Slade. Derek Slade a été condamné pour homicide à l'âge de 14 ou 15 ans. Il était surnommé Soldier, le soldat, et il était connu pour être extrêmement violent. J'ai eu de la chance de m'en sortir face à ce tueur sans pitié. Mais j'étais aussi content parce que cette arme allait peut-être permettre de résoudre l'affaire. Après avoir obtenu l'arme, je l'ai envoyée au laboratoire du FBI avec les douilles retrouvées sur chaque scène de crime. Ils ont pu la relier à la tentative de meurtre de Corey Billings, au meurtre d'E.J. Bosfield, ainsi qu'à différentes fusillades survenues dans tout le sud de la Floride. C'était une avancée majeure. Eric Hunter et Derek Slade étaient derrière les barreaux. On ressentait une certaine satisfaction de les avoir mis hors d'état de nuire, comme si on avait accompli un objectif, mais ce n'était que le début de l'affaire. Eric Hunter était en prison, mais il avait des contacts en dehors. Les autres membres du gang ciblaient toujours les victimes de son choix. Et si on ne faisait rien, il allait purger sa peine et ressortir. J'ai expliqué à mon supérieur que j'allais faire en sorte que ces types passent le restant de leurs jours derrière les barreaux. Pour les faire tomber, il allait falloir prouver qu'ils formaient un gang. Il fallait prouver qu'ils travaillaient ensemble, qu'ils partageaient les profits de leurs crimes et qu'ils avaient commis ces crimes ensemble. Tout cela tombe sous le coup de la loi RICO. La loi RICO a été créée pour lutter contre la mafia. Pour la première fois, les chefs présumés des 5 familles ont été traduits en justice grâce à un seul chef d'accusation. La loi RICO permet de présenter à la Cour des preuves concernant un grand nombre de crimes. C'est une loi contre le crime organisé, mais elle est difficile à appliquer. Je travaillais avec Paul Schwartz et Jeff Kaplan, deux légendes. D'habitude, c'est nous qui posons les questions. Ils travaillent sur de gros dossiers RICO. Ils sont connus pour ne s'arrêter qu'après avoir mis les criminels derrière les barreaux. Pour monter un dossier RICO, il faut expliquer le fonctionnement du groupe. Et dans le cas présent, des preuves circonstancielles ne suffiraient pas. C'est un scénario complexe. Pas d'informateurs, pas d'agents infiltrés, pas de victimes qui parlent, rien.
Nous avions peur que l'agent Box manque un petit peu d'expérience. Mais avec le temps, Jessica Box a trouvé un moyen de faire avancer les choses. J'ai passé plus d'1 an à analyser les réseaux sociaux et les téléphones. Des milliers, si ce n'est plus, d'images, de publications et de messages. Il me fallait des informations prouvant qu'ils formaient une organisation. Et quand je trouvais une nouvelle pièce du puzzle, je sautais de joie. Jessica m'a montré une publication de ses membres de gang. Elle se terminait par le mot « on-site », à vue. L'idée, c'est qu'ils vous tueront à vue. J'ai donc repris chaque élément où ils utilisent cette expression pour montrer qu'ils faisaient partie d'un gang baptisé « on-site ». On avait une liste de plus d'une centaine de personnes soupçonnées d'appartenir à ce gang violent. Nous avions largement de quoi prouver l'existence de ce gang, mais rien d'assez solide pour mettre ces individus en prison pour longtemps. Avec le temps, la pression montait pour clore l'enquête. Mais on rencontrait sans cesse des obstacles. C'est très frustrant en tant que mère. Je ne pouvais pas faire mon deuil parce que je ne savais pas comment l'enquête avançait. Je veux que les meurtriers de mon fils rendent des comptes. Si nous avons des lois, c'est pour protéger les innocents, pas les coupables. À cette époque, on n'avait toujours pas monté le dossier Rico et on ne pouvait pas maintenir Hunter en détention. Il se baladait dans le quartier avec assurance. Il était prêt à tuer quiconque se dresserait sur sa route. Un soir, on revenait de l'église et on a pris à gauche dans notre rue. Une voiture est arrivée à notre hauteur. J'ai regardé mon mari, puis j'ai regardé la voiture. Il roulait à la même vitesse. Il était juste à côté de nous. Il m'a regardé et je l'ai fixé. Puis il a accéléré. Je me souviens avoir noté la plaque et appelé les enquêteurs. J'ai reçu un appel un peu plus tard me disant « Katie, c'est l'un des types impliqués dans l'affaire. » J'ai eu des frissons. Plein de frissons. Eddie est décédé le 4 novembre 2015. Chaque année, je vais dans le garage où ça s'est produit. J'allume une bougie. Je mets des chansons qu'on écoutait en boucle et je reste là quelques heures. Je lui rends hommage. Et je remercie et j'honore la personne et l'ami formidable qu'il était. 2 années ont passé. Et en ce qui concerne la police, je me disais qu'ils ne trouveraient jamais les coupables. Parce que ce qui se passe dans le ghetto, ils s'en fichent. C'est ce qu'on nous a appris, c'est tout ce qu'on sait. Donc je ne comptais pas sur eux. À ce stade, on était à court d'options. On m'a expliqué que pour poursuivre l'enquête, on avait besoin de quelqu'un à l'intérieur. Il nous fallait quelqu'un qui nous explique le fonctionnement de leur groupe. Quelqu'un à qui parler. J'ai posé la même question à tous ceux qui les connaissaient. Qui serait le premier à me parler? Tout le monde répondait Marcello Gordon. Marcello Gordon a toujours été un criminel. Il commettait surtout des crimes violents. Jessica Box lui a montré les preuves qu'on avait recueillies. On voyait bien que ça le faisait réfléchir. On a parlé à sa mère. On lui a expliqué qu'il risquait de passer le restant de ses jours en prison. Mais il s'obstinait à ne pas parler. C'était déchirant. Quelques jours plus tard,
On a écouté des appels entre Marcello Gordon et Derek Slade. On écoutait les appels entre les suspects et des personnes à l'extérieur. Les on-site essayaient d'obtenir des informations sur l'agent Box. Il était clair qu'Eric Hunter et les on-site avaient mon nom. Est-ce qu'il cherchait mon adresse? Est-ce qu'il voulait passer devant chez moi et ouvrir le feu? J'avais très peur de ce qui pourrait se passer. Un jour, j'ai reçu un appel. Bonjour, Jessica Box du FBI. Le FBI? Comment vous avez eu mon numéro? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Au début de l'enquête, on m'a prévenu que ça ne servirait à rien de parler à Veronica Gilchrist. Elle est force de l'ordre. Elle refusera de te parler. Mais on ne connaissait toujours pas l'identité des tireurs de l'affaire Donald Johnston. J'ai quand même décidé d'aller lui parler. Je n'avais rien à perdre. En arrivant, je cherchais une femme d'1,80 m sur sa Harley Davidson, avec une crête ou le crâne rasé. Au lieu de ça, je me suis retrouvée face à ce petit bout de femme de 50 kilos tout mouillé qui avait l'air de préparer du pain d'épices le week-end. Je m'en souviens très bien. Elle est arrivée, polie, gentille, puis émue. Elle m'a raconté son histoire. Je lui ai montré des photos des principaux suspects de notre affaire. On en est arrivé à Eric Hunter. Et il me disait quelque chose. Je suis restée là à réfléchir un moment. Et je me suis rappelé qu'il était venu au garage pour acheter de l'herbe. Au moins 3 fois. J'avais pas du tout réalisé qu'en fait, il venait repérer les lieux. Puis l'agent Box m'a demandé si je voulais témoigner. Eric Hunter et les on-site étaient connus pour chercher à intimider les témoins. Il a ouvert le feu sur des gens qu'il croyait susceptibles de témoigner contre lui. Veronica savait que ce serait très dangereux. S'il fallait ça pour rendre l'appareil à Eddie, alors j'étais prête. Appelez-moi à la barre. Je veux jurer sur la Bible tout de suite. Je voulais les envoyer derrière les barreaux pour le restant de leur jour. Donc, sans hésiter. Elle était si courageuse. Elle m'a énormément inspirée. Elle nous donne une leçon à nous tous. Relevez-vous, même quand vous êtes au plus bas. Je me suis donc replongée dans le meurtre de Donald Johnston. On avait trouvé plusieurs douilles d'AK-47 dans le garage. Mais à l'extérieur, on a retrouvé une douille de 9 mm. Ça signifie que durant la fusillade dans le garage, un tireur se tenait à l'extérieur. J'ai réalisé que c'était très similaire à la tentative d'homicide contre Corey Billings. Eric Hunter était resté dans l'encadrement de la porte et on avait retrouvé des douilles de 9 mm. J'ai donc passé en revue toutes les photos d'Eric Hunter prises à cette époque. En fouillant, je suis tombée sur une photo publiée par Derek Slade sur les réseaux. Eric Hunter tenant 2 bouteilles. Il a l'air de fêter quelque chose. Elle a été publiée quelques heures après la tentative de meurtre de Corey Billings. Puis j'ai analysé le téléphone de Derek Slade. J'ai examiné toutes les photos de la même soirée. Et je suis tombée sur une image quasi identique d'Eric Hunter tenant 2 bouteilles. Mais il y avait une grosse différence. Le 9 mm était posé à côté de lui. Slade a été assez malin pour ne pas poster une photo de l'arme, mais les photos sont quasi identiques. On voit à l'horodatage qu'elles ont été prises à quelques minutes d'intervalle. C'était déchirant de voir qu'il pouvait tenter de tuer quelqu'un et quelques heures plus tard, non seulement faire la fête, mais poster sur les réseaux pour s'en vanter. Cette photo était très importante, car elle prouvait qu'ils avaient cette arme en leur possession ce soir-là. Mais il restait à identifier l'auteur des coups de feu. La qualité de la vidéo n'était pas très bonne.
On l'a donc envoyé à un studio pour tenter de l'améliorer. L'image était meilleure. En parvenant à identifier un individu présent dans la vidéo, on pourrait augmenter la pression sur eux pour qu'ils coopèrent et donnent des infos sur le gang. On a obtenu une image nette du premier suspect, celui qui a tué le chien quand il est passé sous une lumière. Il avait une croix facilement reconnaissable tatouée sur le front. J'ai immédiatement reconnu Marcello Gordon. Je savais qu'on ne pourrait jamais monter un dossier RICO sans la coopération de Gordon. Je savais que les autres sortiraient de prison et qu'ils tueraient à nouveau. On est allé à la prison lui montrer la vidéo. On lui a expliqué que c'était une preuve accablante et qu'elle suffirait à le condamner à perpétuité. Il a fondu en larmes. Il était ému devant la vidéo. Pourtant, il refusait toujours de parler. Je l'ai regardé dans les yeux. Je lui ai dit, cette affaire, c'est ma vie. J'y pense chaque seconde. J'en rêve même. Je bosse dessus dès mon réveil. Jusqu'à 22 voire 23 heures. Je ne fais que ça. Je suis déterminée. J'arrêterai quand vous aurez été condamné. Il a commencé à parler et à apporter les pièces manquantes du puzzle. Il a expliqué comment Eric Hunter leur fournissait des armes et leur disait qui voler. Hunter était le leader. Derrick et moi, on était des hommes de main. On faisait aussi appel à quelques personnes. Il a donné l'identité de ces personnes et nous a dit qu'ils se partageaient le butin. Il a avoué que les Onsight étaient responsables des meurtres de Donald Johnston, A.J. Bosfield et des tentatives de meurtre de Corey Billings et Zoe Gotti. C'est comme si on était face à un iceberg et que d'un coup, il commençait à se briser en morceaux. À partir de là, c'est plus facile. On peut dire à un autre suspect, Marcello Gordon coopère, ça se complique pour vous. Je trouve la situation très ironique. Ce gang a bâti toute sa réputation en ciblant des victimes qu'il n'imaginait pas coopérer avec la police. Et finalement, c'est l'un d'entre eux qui a non seulement parlé à la police, mais qui a aussi témoigné contre eux à la barre. Des criminels capables de violation de domicile comme de meurtre. C'est ainsi que les autorités ont décrit ces hommes, qui devront répondre de crimes fédéraux. En les regardant, on peut se dire, ce sont des fils, des frères. Ce n'est qu'une fois qu'ils ouvrent la bouche et se mettent à raconter ce qu'ils ont fait que l'on comprend. Je ne les hais pas, mais je reconnais le mal quand je le vois. Marcello Gordon nous a raconté en détail le meurtre de Donald Johnston. Ils sont arrivés, Hunter était à l'extérieur, et ils ont ouvert la porte du garage. Slade tirait dans tous les sens. C'est lui qui a abattu Donald Johnston. Je veux que ceux qui s'en sont pris à mon fils paient. Derek Slade est un tueur impitoyable. Quand on a réalisé à quel point il était dangereux, on a décidé de ne pas coopérer avec lui et de ne pas passer d'accord. Cet homme devait passer le restant de ses jours en prison. Autrement, il tuerait à nouveau. On devait s'assurer d'avoir des preuves solides à présenter au jury. Les autorités ont obtenu le portable de Slade et l'analyse a permis de récupérer des photos. Jessica les a parcourues et elle en a trouvé une qui semble avoir été prise accidentellement par Slade lui-même. On y voit une veste en cuir avec 2 boutons sur une poche, ce qui est très distinctif. Ce sont des images de vidéosurveillance prises à l'extérieur du domicile de Billings la nuit de la tentative de meurtre. J'ai regardé chaque seconde, image par image, de chaque caméra installée par Corey Billings. Quand j'ai vu ça, je me suis rendu compte qu'on peut voir 2 points ici. L'expert a été en mesure d'extraire la photo de la veste
et de la comparer avec la vidéo. Et on remarque aisément qu'il s'agit de la même. On avait enfin la preuve que Derek Slade était présent lors de la fusillade. Et Marcello Gordon a confirmé cette version. C'est Derek Slade qui a abattu Corey Billings. Il a tiré sur M. Billings à 10 reprises. Il l'a fait par pure méchanceté, pour lui faire du mal. C'était totalement gratuit. Veronica n'a pas hésité à témoigner et à faire face à ceux qui l'avaient criblé de balles. Je n'ose imaginer combien ça doit être effrayant. Leur famille était assise derrière eux et je suis sûre qu'elle craignait des représailles. Mais elle a tenu et elle a raconté à la cour et au juge ce qu'elle avait vécu. J'ai dit ce que j'avais à dire et je leur souhaite de brûler en enfer. Celle que j'étais avant la fusillade n'existe plus. Elle ne reviendra pas. Niveau mobilité, ça va. Je peux bouger, mais je me réveille chaque matin avec la douleur. J'ai toujours 5 balles dans le corps. Je dois faire des injections tous les 3 mois. La fête nationale, c'est plus pareil à cause des feux d'artifice. C'est le stress post-traumatique. J'ai peur des bruits sourds et inattendus. Ça me ramène dans le garage. Et ça me fait revivre ce moment. C'est très dur mentalement. Quand mon tour de témoigner est arrivé, j'étais prête. Mais au bout du compte, ils ont fini par se dénoncer eux-mêmes. Quand j'ai découvert qu'ils se balançaient les uns les autres, j'ai plus ressenti aucune peur. Qui va venir s'en prendre à moi pour défendre quelqu'un qui finira par te dénoncer? Je me suis fait tirer dessus par des balances. J'ai réalisé que pour qu'un individu accepte de parler aux forces de l'ordre, il suffit de leur montrer qu'on est humain et qu'on veut leur bien. J'espère sincèrement que cette affaire montrera à certaines personnes que l'issue peut être positive, qu'on peut envoyer les criminels en prison si les gens acceptent de travailler avec la police. J'ai regardé la mort dans les yeux. Quelqu'un s'est tenu sur mes jambes et m'a tiré dessus à bout portant. Ce qui ressort de tout ça, c'est que je ne devrais pas être là. Je suis convaincue que Dieu veille sur moi. Et peu importe ce qu'ils essaient de faire ou ce que le diable essaie de faire, je sais que c'est le Seigneur qui a le dernier mot sur ma vie. J'ai plus peur. Je vis plus dans la peur. Gordon a pris une peine de 34 ans. Slade a été condamné à 2 peines de prison à perpétuité, plus 30 ans. Quant à Eric Hunter, il a pris 39 ans. Son implication de l'agent Box, je ne sais pas si je serai devant vous aujourd'hui. L'enquête n'avançait pas, on n'avait rien. Elle a été tenace. Elle a eu la motivation de poursuivre l'enquête, année après année après année. C'est elle qui a apporté des réponses à de nombreuses victimes et la justice à leurs familles. Ça fait longtemps. Vous avez donné du sens à mon travail. Chaque fois que je doute, que je suis fatiguée, que je veux arrêter ou que je ne veux pas prendre une nouvelle affaire, je pense à vous. J'ai changé de regard sur les forces de l'ordre. Je sais que vous avez fait des nuits blanches. Je me doute qu'il y a eu des moments où vous avez voulu abandonner, mais vous avez tenu. Vous ne m'avez pas abandonné. Grâce à vous, je dors sur mes 2 oreilles. Et pour ça, je vous remercie. Vous êtes mon héroïne. Merci Prenez pour soin tout. de vous.